Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard de La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Jordi Bouanchot, jeune agriculteur engagé et président du salon Tech Élevage, salon pendant lequel nous avons enregistré cet épisode. À seulement 30 ans, Jordi gère une exploitation de 270 hectares dans le bocage vendéen où il élève des blondes d'Aquitaine, cultive des céréales en agriculture de conservation des sols et gère son atelier de volailles de chair. Mais au-delà du développement de son exploitation, ce passionné croit en la force du collectif et s'engage pour la pérennité de notre agriculture. En plus d'être président de Tech Élevage, Jordi est élu national aux jeunes agriculteurs. Il est ainsi sollicité pour tous les sujets liés à l'élevage, aux négociations commerciales et à l'alimentation. Enfin, notre invité du jour est également vice-président de la Chambre d'agriculture de Vendée. Bref, je ne prends pas trop de risques en disant que Jordi n'est pas du genre à s'ennuyer. Dans cet épisode, Jordi partage son parcours et ses choix pour concilier vie personnelle, professionnelle et engagement dans le collectif. Il nous parle également de ses pratiques agricoles innovantes, de son attachement à la génétique de son troupeau, mais aussi des enjeux de la filière bovine et son combat pour une agriculture plus juste et plus durable. Jordi fait partie de la nouvelle génération d'agriculteurs qui s'installent et qui m'impressionnent de par leur capacité d'analyse et leur faculté à gérer leur exploitation comme de véritables chefs d'entreprise. Écoutez Jordi, c'est embarquer dans une vague d'optimisme, parce qu'on se dit qu'avec des agriculteurs comme ça à la tête des exploitations, l'agriculture française a de l'avenir. Pour info, cet épisode a été enregistré avant les élections des chambres d'agriculture, d'où le fait qu'on n'ait pas abordé le sujet. Allez, je vous laisse en compagnie de Jordi. Bonne écoute. Bonjour Jordi. Bonjour Louise. Merci beaucoup pour ton temps. En cette veille de Tech Élevage, tu es présidente du salon, donc c'est sympa d'avoir dégagé un peu de temps parce que je sais que c'est très chargé. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer où c'est qu'on se trouve actuellement ? Pas de souci. Donc Jordi Bouanchot, 30 ans. Donc moi je suis agriculteur en Vendée, en plein cœur du bocage vendéen, sur une commune qui s'appelle les Lucs-sur-Boulogne. Sur une exploitation de 270 hectares avec 3 productions, donc une production majoritaire, donc la viande bovine, éleveur de blondes d'Aquitaine en système naisseur-engraisseur qui valorise environ 100 hectares de prairies naturelles en bord de rivière. Et puis ensuite 2200 mètres carrés de volailles de chair en poulet, on travaille pour maître coq principalement, du poulet de chair. Hors sol, et puis 170 hectares de cultures diversifiées en agriculture de conservation des sols depuis maintenant plus de 15 ans, avec un petit peu d'irrigation. Et pour tout ça, donc, nous sommes 3 associés, donc je suis associé avec mes parents, et un salarié à temps plein. Trop bien, ça nous fait plein de sujets à aborder. Mais ça a été quoi le déclic pour toi de devenir agriculteur ? C'était une évidence ou Alors non, pas du tout. Il faut savoir que je n'étais pas forcément le petit garçon qui était fan d'aller tous les jours avec son papa sur l'exploitation agricole, pas du tout. Moi j'ai eu une enfance où je ne me projetais pas forcément agriculteur, même si j'aimais beaucoup la nature, j'aimais beaucoup les animaux. Mais au final ça a été au collège, lorsqu'on a parlé orientation, où il a fallu choisir une voie. Et là je me suis trouvé un peu perdu et j'ai choisi d'aller faire une étude, donc un bac CGEA, conduite et gestion d'exploitation agricole, aux établières, simplement parce que ça ouvrait quand même le champ du possible dans les métiers. Et puis finalement, c'est grâce à mes stages que j'ai pu faire en exploitation agricole que j'ai vraiment pris goût à ce métier-là et que j'ai dit finalement, c'est le métier qui me plaît. Et alors, du coup, tu es installé depuis combien de temps ? Donc moi, je me suis installé au 1er janvier 2017 sur une fusion de 2 GAEC. Donc moi, j'ai repris une exploitation où il y avait 2 frères qui étaient déjà en activité, dont un partait en retraite. Et puis après, très rapidement, le deuxième frère parlait de prendre sa retraite dans les années qui suivaient. Et donc, je me suis rendu compte que je ne voulais pas rester tout seul. Et notamment, ma femme m'avait dit, si c'est pour que tu travailles tous les week-ends, ce n'est pas la peine. Donc, il a fallu que je fasse des choix. Et mes parents n'étaient pas très loin, étaient à 5 km. Et donc, pour des raisons d'organisation de travail, mais aussi, on était en 2017 dans une crise agricole quand même assez intense, pour essayer aussi finalement d'harmoniser nos coûts. On a fusionné avec le GAEC de mes parents. D'accord, très bien. Et donc le GAEC de tes parents qui avait les blondes d'Aquitaine à ce moment-là déjà ? Exactement, GAEC qui était déjà en blonde d'Aquitaine. Et puis finalement, ça nous a permis aussi de réorganiser le travail. Et ma mère, qui ne connaissait pas du tout l'atelier volaille, a pris en charge cet atelier-là, qui lui a permis aussi à elle d'avoir son atelier en autonomie, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est 3 associés, parce que notre associé est parti en retraite qu'on n'a toujours pas réussi à remplacer, ce qui fait qu'on a un salarié à temps plein, même si on cherche toujours activement. Mais on a du coup
chacun notre production respective, moi plutôt sur la partie bovine, ma mère la volaille et mon père la grande culture. Très bien. Et tu parlais d'organisation de travail. Je crois que c'était important pour toi. Tu l'as un peu dit, notamment pour ta vie personnelle, d'avoir du temps. J'ai vu que tu arrivais à te dégager 2 semaines de congé par an, qui est pour un agriculteur et presque c'est une belle organisation de réussir ça. C'était important et c'était aussi une condition sine qua non avant de s'installer. En effet, c'est vrai que moi, de fait, j'étais déjà en couple et à l'époque, même si c'était pas ma femme, mais elle m'avait toujours dit si tu veux qu'on se marie, il faudra quand même qu'on ait la capacité à avoir une vie privée, une vie sociale, à se dégager un peu de temps libre. Et puis même moi, de fait que je pense que je suis la génération qui a ce souhait-là d'avoir plus de temps pour soi, d'avoir plus d'intégration sociale avec nos amis, etc. Ce qui fait que très rapidement, on a mis en place un week-end partagé. Donc on fait un week-end sur 2 de surveillance et de travail. Moi déjà, dès mon installation, on a mis en place l'alimentation seulement 3 fois par semaine avec une ration mélangée, ce qui permet aussi de se dégager un peu de temps pour d'autres choses. C'est-à-dire quoi, que ça se fait automatiquement Alors non, on le fait avec la mélangeuse, on distribue l'alimentation, mais on le distribue seulement le lundi, le mercredi et le vendredi. Ce qui fait que le week-end, à part repousser l'alimentation, il n'y a pas tout ce système de machines à mettre en mouvement et on gagne du temps grâce à ça. Et puis bien sûr, on s'est inscrit le droit de prendre 2 semaines par an par associé de congés, 1 semaine obligatoire l'été entière. Et puis après, l'autre semaine, en fonction du choix des associés, je sais que moi, je préfère prendre quelques jours par-ci, par-là, parce qu'aussi maintenant, je suis papa de 2 enfants, donc ça permet aussi d'avoir des activités tout au long de l'année avec mes enfants et ma femme. Vraiment, cette notion de prendre du temps pour soi était importante pour la cohésion familiale, mais aussi parce que moi, j'ai ce souhait aussi là d'avoir des engagements. Je ne souhaitais pas être 7 jours sur 7, H24 sur l'exploitation agricole. Oui, on en reparlera parce que je ne savais pas que tu avais 2 enfants, mais maintenant, ça y est, tu es un... Salut Hervé, on a Hervé Pillot qui passe une tête pendant l'enregistrement. J'étais en train de dire que c'est un super-héros puisque je viens de découvrir qu'il avait 2 enfants en plus de tout ce qu'il faisait à côté. Et si on en revient au Blondes d'Aquitaine, tu nous expliquais que vous êtes naisseur-engraisseur. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste ? Alors, naisseur-engraisseur, c'est quoi ? C'est simplement que, comme tout éleveur, moi, je suis passionné et j'aime faire naître mes petits veaux. C'est quelque chose que j'adore faire. La période des vélages, vraiment, je ne manquerais ça pour rien au monde. Et donc, une fois que les veaux sont nés, ils sont élevés tout au long de leur vie sur l'exploitation. Et donc jusqu'à l'abattage. Donc, c'est-à-dire qu'on engraisse aussi les vaches et les jeunes bovins mâles sous l'exploitation, ensuite pour partir à destination de la consommation et sans achat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les animaux qui sont présents sur l'exploitation sont nés, élevés, pas abattus sur l'exploitation, mais à destination de l'abattage jusqu'à la fin de leur vie sur l'exploitation où je suis. Ça veut dire aussi que tu fais un gros travail de génétique sur ton troupeau pour assurer la qualité de la production de la viande et puis de la viabilité du troupeau ? Complètement, je me suis découvert aussi une passion qui, pour le coup, m'a été transmise par mon ancien associé avec qui était aussi mon exploitation à l'époque où je faisais mes stages et qui m'avait transmis cette passion de la génétique et des concours. Et en effet, j'apprécie ce travail sur la génétique, sur le choix de mes taureaux, sur ce suivi technique de mon troupeau. C'est quelque chose auquel j'y suis très attaché. Puis c'est, je pense, aussi ce qui fait que notre production française est reconnue aussi à travers le monde avec les races, etc. Je pense que là, c'est aussi ce qui m'a amené à prendre la présidence du Salon Tech Élevage. Et c'est quoi la saisonnalité de ton élevage bovin ? Il y a une saisonnalité particulière ? Alors, c'est une saisonnalité que moi j'ai choisie et qui est adaptée finalement à l'environnement qui entoure mon exploitation. Parce que, comme j'ai dit, 100 hectares de prairies naturelles, c'est pas rien. Et en soi, il faut trouver le moyen de les valoriser au mieux. Parce que pour certains, ça peut être un handicap, mais pour moi, je considère que c'est une chance. Donc, du coup, j'ai 2 périodes de vélage. Une période avec environ 50 vélages au printemps. Ce qui me permet ensuite d'envoyer mes vaches et mes veaux pâturer et puis avoir moins de coûts concentrés sur ces veaux-là. Ensuite, une période de vélage plutôt fin d'été, août, septembre, octobre, jusqu'au 15 novembre. Là, il me reste 4 à véler, par exemple, en ce moment. Mais ce qui me permet aussi d'avoir des animaux plus longtemps l'hiver en pâture et donc faire des économies de paille, etc. Bon, c'est adapté à mon système, donc c'est 2 périodes de vélage, et puis c'est aussi pour optimiser la place en bâtiment, parce qu'on le sait, un bâtiment en production vache allaitante, ça coûte cher pour le peu de temps que passent les animaux à l'intérieur finalement. Donc moi j'ai souhaité l'optimiser et vraiment avoir des animaux toute l'année un petit peu en mise en vente, ce qui permet aussi d'avoir une trésorerie un peu plus régulière.
Ça coûte combien un bâtiment, par curiosité, environ? Tu as des moyennes à nous partager? Je risquerais de dire des bêtises, donc je préférerais rien dire, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, à moins de 200 000 euros pour mettre environ 50 vaches, je pense qu'on n'a pas. Hein. Alors après, il y a d'autres moyens pour optimiser un bâtiment aujourd'hui avec le photovoltaïque, par exemple. Ouais, que tu as mis, j'ai vu, sur ton exploitation aussi. Et oui, qu'on essaye aujourd'hui de développer sur l'exploitation parce que ça permet justement d'aller chercher une rentabilité supérieure sur des supports. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait une bêtise de ne pas réfléchir à mettre du photovoltaïque sur des toits lorsque cela le permet parce que c'est vraiment l'opportunité et ça ne coûte pas plus cher finalement. Et on va arriver à la minute économie du podcast. Comment tu commercialises ensuite ta viande? Alors moi, je fonctionne, on va dire, à 90% avec ma coopérative qui est Terre Élevage, coopérative du Grand Ouest, à l'intérieur duquel j'ai plusieurs contrats. Donc j'ai un contrat, ce qu'on peut dire Egalim compatible, avec une grande distribution. Donc c'est un contrat plutôt tripartite entre moi, la coopérative et la grande distribution, qui est le Leclerc de Pornic et le Leclerc de Saint-Brévin, qui ont accepté de jouer le jeu, de la fidélité, d'un cahier des charges qu'on a co-construit ensemble. C'est un cahier des charges plutôt label. Ça me permet aussi d'avoir cette sécurité dans le revenu, parce que là, on est sur un, comme je disais, Egalim compatible, avec un coût de production intégré, de la lisibilité, notamment avec l'index IPAMPA qui intervient. Donc ça, on va dire que c'est environ 50% de mes vaches à l'engraissement qui passent dans ce contrat-là. Pardon, je fais juste une petite aparté pour les auditeurs. La loi Egalim pour assurer une rémunération plus juste à l'amende de la filière et donc aux agriculteurs. Donc c'est pour ça que tu parles d'Egalim compatible. Oui, pardon, exactement. Et c'est ça, c'est un contrat où à l'intérieur, on met la prise en compte du coût de production de l'agriculteur. C'est un petit peu la construction du prix en marche avant, quand on part du coût de production de l'agriculteur jusqu'au consommateur. Enfin, c'est l'ordre normal, quoi, qui devrait l'ordre être à normal, chaque fois. exactement. Je suis bien d'accord. Et donc 50% de mes animaux, comme je le disais, et puis le reste, donc moi je fonctionne où tous mes animaux sont engraissés sous un cahier des charges compatible au label, donc label rouge principalement. On a aussi le label bœuf fermé de Vendée, avec un IGP en Vendée, qu'on essaye de valoriser au mieux, passer le maximum d'animaux dans ces filières-là, ce qui permet aussi d'avoir une meilleure valorisation et aussi une traçabilité plus locale. Et puis après, par contre, sur mes jeunes bovins, là, je fais confiance à ma coopérative et on est du coup sur des marchés export, parce que le jeune bovin se consomme très peu en France. Et justement, là, je vais profiter de ta casquette d'élu national au JA. C'est ça, en fait, à Jeune Agriculteur, donc moi je suis administrateur depuis maintenant 3 ans. Et donc je m'occupe de tout ce qui touche, bien sûr, l'élevage, ruminant prioritairement, et puis aussi tout ce qui touche l'alimentation et les négociations commerciales. La dernière fois, je faisais une étude sur, je bossais le revenu des agriculteurs pour enfin savoir si est-ce que les agriculteurs gagnent bien leur vie ou pas. Au final, la réponse est très hétérogène puisqu'il y a des modèles qui sont très distincts et c'est très compliqué de tirer des grands enseignements. Mais quand même, je voyais que la filière bovine fait partie des filières où les agriculteurs sont les moins bien rémunérés et gagnent le moins bien leur vie. À ton avis, pourquoi ? Alors c'est vrai que comme tu le disais, la partie gagner bien sa vie, la définition de gagner bien sa vie peut être très différente d'un agriculteur à l'autre. Pour autant, ce qu'on observe, c'est que quand même 18% des éleveurs spécialisés en viande bovine ont des revenus en dessous du seuil de pauvreté. C'est ce que je voyais, ouais. Donc, ce qui est quand même inquiétant, et c'est la filière la plus en difficulté, je pense, même si les autres aussi ont des difficultés. Pourquoi ? Je pense en effet, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on est sur des vieilles habitudes, j'ai envie de dire presque ancestrales, qui sont même plus vieilles que moi, où finalement l'éleveur avait peu de décisions sur son prix de vente de son animal. Parce qu'un éleveur, ça vend un animal sur pied. Et on a cette difficulté une fois que l'animal est bon à partir, engraissé, qu'on y a mis du cœur, et avec des rythmes de trésorerie longs en élevage bovin allaitant, finalement on est pressé qu'ils partent, parce qu'on est pressé de recevoir le chèque. Ouais. Parce qu'il faut en moyenne 3 ans pour valoriser une vache en fonction des modèles, mais en tout cas, c'est ça que tu veux dire quand même plus, parce que souvent la vache, en tant qu'éleveur allaitant, on espère qu'elle ait le plus de veaux possible. Donc moi, les animaux, par exemple, sur mon exploitation, partent entre 8 et 10 ans. Ouais, okay. Donc le temps que le veau naisse et qu'il nous rapporte de l'argent, finalement, c'est très long. Donc ce qui fait que les éleveurs sont, quand l'animal est engraissé, on est souvent hâte qu'il parte pour gagner notre vie, pour recevoir du coup la valeur de cet animal. Et donc les marchands de bêtes, si je puis dire, c'est pas vulgaire, on appelle ça les marchands de bêtes, c'est toujours le cas, en ont joué, et c'est vrai que finalement on était sur un cours du marché très mondialisé, et ce qui finalement correspond très peu à notre modèle français. Pourquoi ? Parce qu'on a mis en place des labels qui mettaient souvent quelques centimes supplémentaires.
qui était censé prendre en compte un surcoût lié à l'alimentation. Mais en fait, on se rend compte qu'on est très peu compétitif par rapport à d'autres pays qui nous entourent, type l'Allemagne, qui, elle, a un modèle très vache laitière, qui ont déjà eu ce revenu sur le lait et qui finalement envoient ces réformes laitières sur le marché de la viande, qui rentrent de plus en plus en France, parce qu'on a aussi des modes de consommation qui ont énormément changé en France. Et je pense que c'est ce qui nous pénalise, c'est qu'avant, on arrivait énormément à aller chercher de la valeur ajoutée sur une carcasse, sur des morceaux nobles, le rhum steak qu'on mangeait le dimanche, le rôti, tout ce qui pouvait être dans les faux filets de la vache. Mais aujourd'hui, cette consommation-là, qui est un peu plus traditionnelle, si je puis dire, est en train de décliner au profit du haché. Le haché qui prend une part pharaonique dans la consommation des Français. Et donc, ce qui fait que nos industriels n'ont pas su réagir assez vite et aller chercher de la valeur ajoutée sur ce steak haché. Et donc, du coup, pour un consommateur, un steak haché, c'est un steak haché. Alors qu'un steak haché fait avec une vache laitière d'Allemagne ou un steak haché fait avec une bonne vache allaitante de France, c'est quand même pas la même chose. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la difficulté à aller concurrencer des tarifs consommateurs avec une production 100% française. Ça m'intéresse vachement ta remarque du début où tu dis qu'on était dans un schéma ancestral, etc. Et on ne se posait pas forcément la question des coûts. En fait, j'avais la discussion ce week-end avec un copain qui est directeur d'une équipe commerciale dans l'aliment, bovin justement, et qui m'expliquait ça, que c'est toujours le cas. C'est-à-dire qu'ils vont dire « j'ai vendu la vache tant ». Oui, mais c'est quoi ta marge ? Je ne sais pas. En fait, est-ce qu'il n'y a pas aussi un sujet là-dessus de mieux former les agriculteurs à bien calculer leurs coûts de production, ou est-ce que finalement en fait c'est trop compliqué de calculer les coûts de production d'une exploitation pour savoir combien le kilo de viande au final il me coûte à produire et du coup combien il faut que je gagne pour réussir à me sortir un salaire? Alors il y a les deux sujets. Il y a le sujet en effet, comme je disais, du fait que ce sont des méthodes un peu ancestrales, un peu dépassées. Nous, c'est ce que nous on défend, notre position des jeunes agriculteurs, c'est de dire aujourd'hui un agriculteur, c'est un chef d'entreprise. Il faut qu'il soit plus en plus formé justement pour concurrencer cette réflexion de l'ensemble des opérateurs qui nous entourent, que ce soit les commerciaux, que ce soit les acheteurs d'animaux, etc., pour leur dire, attendez, maintenant, c'est fini, nous, on a besoin de gagner notre vie dans un écosystème social où l'agriculteur veut aussi pouvoir se dégager du temps libre, avoir du salariat, parce qu'on le sait, le renouvellement de génération, c'est compliqué, donc avoir un salarié, c'est des charges supplémentaires pour un exploitant. Et puis aussi parce qu'on a... L'agriculture est énormément challengée sur l'environnement, sur le bien-être animal. Donc on a des coûts de production qui finalement ne font que d'augmenter. Donc il faut qu'on arrive à pallier à cette exigence du consommateur. Pour autant, sur cette construction du prix en marche avant, c'est aussi une évidence. C'est de se dire aujourd'hui, n'importe quel chef d'entreprise n'accepterait pas de travailler à perte. Ah mais vous êtes les seuls à accepter ça au final, d'engager des coûts sans savoir à la fin combien vous allez être payé. Moi, quand j'ai ma boîte, je regarde mes coûts de production, j'ajoute ma marge et ça fait mon prix de vente où je me dis en fait, il faut que je vende minimum à ce prix si je veux pérenniser la boîte, me payer mes salariés. Et en fait, vous croisez les doigts pour qu'au final, le prix de vente à la fin de l'année... Et exactement, c'est vrai que... je pense qu'on était la seule profession à ne pas maîtriser de A à Z notre méthode de commercialisation. Mais après, il faut aussi faire un petit peu d'histoire. C'est lié aussi à une volonté politique. Je remonte à la PAC, par exemple, l'après-guerre, où l'Europe a dit il faut qu'on soit en capacité de nourrir tous nos concitoyens. Parce qu'on le sait, finalement, la paix dans le monde, elle se fond liée à l'alimentation. Moi, je vois beaucoup de pays où lorsqu'il y a de la famine, ça nécessite c'est ce qui crée des guerres. Donc, si on voulait avoir la paix dans le monde, s'assurer de relancer une économie, finalement, quand on a le ventre plein, on réfléchit mieux et on est plus efficace. Et donc, l'Europe a dit on va mettre en place la politique agricole commune, qui souvent on dit oui, c'est de l'argent qui est donné aux agriculteurs. Non, elle n'est pas donnée. Elle sert à compenser une volonté d'avoir de l'alimentation accessible pour tous. Donc, c'est-à-dire d'avoir un prix faciès consommateur qui soit accessible pour tout le monde, pour tous les ménages. Ouais. Oui, et donc, c'est le consommateur qui en profite. Et donc, du coup, on vient compenser une perte pour l'agriculteur. Et donc ça, nous, on dit c'est plus possible. C'est plus possible parce qu'on le voit bien. Ça nous a été assez défavorable parce que finalement, l'Europe et le contexte politique, géopolitique, fait que ça devient en fait la carotte pour les agriculteurs pour faire plus vert, pour faire d'autres choses qui sont finalement notre cœur de notre métier, c'est créer de l'alimentation. Ouais. Oui, et au final, vous n'êtes plus totalement maître à bord. C'est-à-dire que en fait, je voyais aussi les montants des aides. Maintenant, on en est venu à un point où beaucoup d'exploitations en sont dépendantes.
je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 3% des exploitations qui sont déficitaires avec les aides-PAC inclus. Mais si on enlevait les aides-PAC, c'est quasiment 20%, je crois, qui seraient déficitaires et qui n'existeraient plus. Donc c'est beaucoup. Mais au final, vous, ce que vous demandez, c'est d'être payé le juste prix de ce que vous produisez pour pouvoir réinvestir l'argent et prendre vos propres décisions pour la pérennité de vos exploitations, quoi. Complètement. Nous, ce qu'on dit, c'est être un peu plus maître de notre système pour pouvoir prendre des ambitions ou des choix qui nous plaisent. Parce que, en fait, la PAC aujourd'hui est en train de devenir une suradministration qui nous met plus de contraintes que de bénéfices. Par exemple, moi, sur mon exploitation agricole, on est 3 associés, on touche environ à l'année 90 000 € d'aide PAC. Je n'ai pas honte de le dire et c'est complètement transparent par rapport à nos modèles. Et je tiens à dire, j'ai fait le tour des exploitations il n'y a pas longtemps de regarder parce que c'est public ces chiffres-là. Et effectivement, tu es dans la moyenne exploitation bovin sur des tailles de... Enfin voilà, que les gens sachent que c'est la norme. On est dans ces montants-là et encore plus pour des zones montagneuses, par exemple, avec des beaucoup plus petits troupeaux que les tiens, ont des aides PAC supérieures à ce que tu expliques. Donc c'est aussi expliquer que c'est pas plus on est gros, plus on a de l'argent, c'est qu'il y a aussi des choix de la PAC, par exemple là, de maintenir les agriculteurs en zone montagneuse, des choses comme ça. Complètement. Et puis du coup, moi, pour en revenir à mon exploitation, c'est que la PAC aujourd'hui m'oblige par exemple à maintenir des prairies permanentes qui des fois sont un peu pénibles parce que, je prends l'exemple d'une prairie, moi ce qu'on observe agronomiquement, eh bien, des fois c'est le contraire de ce qu'on est obligé réglementairement. Je prends l'exemple d'une prairie permanente ou une prairie tout simplement que j'implante une année N, avec du trèfle, avec plein de légumineuses qui permettent de favoriser aussi de capter le carbone dans l'air. Souvent c'est au bout de 5 ans qu'elle est la plus productive, c'est là qu'elle pousse le mieux, qu'elle est la plus belle, et on nous impose à la casser pour faire une autre culture, sinon elle passe en prairie permanente, on ne pourra plus jamais la retourner à vie. Alors c'est ça en fait, c'est un petit peu de dire faites-nous confiance parce que les professionnels c'est quand même nous. Et la bureaucratie, la technocratie européenne, on a l'impression qu'elle est de plus en plus éloignée du terrain. Ouais, et puis en agriculture, là tu viens de le dire, mais la réalité d'une parcelle, c'est même pas la même qu'une parcelle voisine et du département voisin, de la région voisine. Donc en plus, faire des règles communes à tout un continent, c'est sûr que parfois ça donne j'ai l'impression des cheveux blancs à certains agriculteurs pour réussir à déjà comprendre ce qu'ils doivent faire et ensuite à l'appliquer. Puis ça n'aurait pas de charme. Nous, ce qu'on aime en France, c'est aussi cette notion d'adapter notre agriculture à notre territoire, de ne pas avoir la même agriculture en Vendée. Déjà en Vendée, entre le bocage, le marais breton, le marais poitevin, la plaine céréalière, voilà, le bord de côte, et puis à travers la France, c'est ce qui fait aussi nos paysages, c'est ce qui fait qu'aussi les Français aiment voyager, découvrir la France dans ces différentes régions, et puis c'est ce qui fait qu'aussi on a l'agriculture la plus vertueuse au monde, parce qu'on a une agriculture ancrée sur notre territoire qui fait vivre une activité économique à travers l'ensemble des entreprises agroalimentaires. Et moi, je me verrais mal être agriculteur, par exemple, en Irlande, ou avec un modèle unique, éleveur de moutons, et que finalement, le voisin, ils font tous la même chose. Hein. Oui, il y a aussi une autre menace qui pèse aujourd'hui sur les éleveurs bovins, c'est les accords du Mercosur, qui sont négociés depuis plus de 50 ans maintenant, j'ai vu quasiment, mais là qui sont en passe de passer, ou en tout cas la présidente de la Commission européenne veut les faire passer. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, et dans les grandes lignes, hein, parce que je crois que j'ai déjà lu le résumé qui faisait 30 pages, mais c'est un pavé énorme, et surtout quel est l'impact pour la filière bovine? Pour faire simple, c'est vrai que des accords commerciaux internationaux, il en existe beaucoup. Et en soi, on peut en avoir besoin. Parce que comme je disais tout à l'heure, par exemple, moi, au sein même de mon exploitation agricole, je commercialise des femelles bouchères consommées en France par nos consommateurs français. Mais j'ai aussi besoin de commercialiser mes jeunes bovins engraissés et qui, eux, du coup, ne sont pas consommés en France. Et donc, on a des accords commerciaux, notamment avec l'Italie, la Grèce, etc., même certains pays du Maghreb. Donc, on a besoin d'exporter nos produits agricoles. Là, la difficulté que l'on a avec le Mercosur, c'est qu'on serait sur un accord qui viendrait complètement déstabiliser notre modèle français. Pourquoi ? Parce qu'on le voit bien, en effet, on manque de viande en France, du fait qu'on a une baisse de la production liée à la baisse du nombre d'agriculteurs et la décapitalisation. Donc on a besoin d'aller chercher des produits carnés à l'extérieur. Mais là, dans les pays du Mercosur, en l'occurrence, ce que l'on... Donc c'est 6 pays d'Amérique latine qui pourront importer des produits, tu vas nous l'expliquer, mais donc du coup le Mercosur, c'est les 6 pays d'Amérique latine.
Exactement. Et là, ce que l'on dénonce, c'est qu'ils ont des pratiques chez eux qui sont complètement déloyales vis-à-vis de l'agriculture française et qui, du coup, ce qu'on appelle les distorsions de concurrence, viennent détruire la valeur ajoutée de nos exploitations agricoles. Pourquoi ? Parce qu'eux ont des coûts de production qui ne seront jamais compétitifs pour nous, les Français, parce qu'ils ont une réglementation sanitaire, environnementale. Je prends l'exemple des antibiotiques, ils peuvent en mettre à tout va, la déforestation, le fait d'avoir des animaux qui ne sont jamais en pâture, qui sont simplement en bâtiment, et encore, quand ils ont la chance d'avoir un toit, parce que souvent c'est des feedlots sur de la terre, de la boue, nourris, comme un élevage hyper intensif, enfin que en élevage hyper intensif du coup. Ils n'ont pas forcément de réglementation sur les épandages d'effluents d'élevage, etc., etc. Et ce qui fait que ils ont des coûts de production qui sont forcément beaucoup moindres que les nôtres en France, avec forcément un prix rendu consommateur qui est beaucoup moindre. Mais nous, ce que l'on dit, c'est que déjà, dans ce cas-là, c'est qu'on impose les mêmes méthodes de production chez eux, parce qu'il y a aussi un risque sanitaire pour l'assiette du consommateur. Parce que qu'on comprenne bien, du coup, en fait, ces produits-là vont être autorisés à venir en France sans frais de douane, du coup à coût zéro. Et donc là, on se retrouve vraiment avec, dans le libre-échange total et avec une comparaison tarifaire équivalente entre des produits de là-bas et des produits d'ici, puisqu'ils ne paieront pas de taxes douanières. Et en échange, on va peut-être vendre, alors si tu sais mieux que moi, mais je crois qu'il y a des voitures, des avions, Oui, fromage, vin, qui devraient s'y retrouver quand même si on reste sur les filières agricoles. Mais de ce que j'ai vu, donc les éleveurs bovins, les producteurs de betteraves sucrières et volailles de chair, on va en parler, puisque du coup, toi, tu as les deux de production concernées, devraient être assez impactés par ces importations-là qui vont arriver de manière massive. C'est pas neutre. En fait, c'est ça. C'est toutes les productions où on est déficitaire en France, on serait pénalisé. Alors forcément, des productions excédentaires, type le vin qui a besoin d'exporter, eux seraient plutôt satisfaits. Mais nous, on ne peut pas accepter un accord tel qu'il est rédigé aujourd'hui. Et tu le disais très justement, en plus, on le sait, sur ces accords, souvent, les contrôles aux frontières sont faits par le pays qui exporte et pas par le pays qui importe. Donc j'ai envie de dire, les règles sanitaires, on pourrait avoir des doutes sur la manière dont c'est appréhendé. Oui, même si vous demandez des clauses miroirs, que ce soit ce que la France demande, mais que j'ai l'impression que c'est pas gagné cette affaire, de l'inclure dans le cadre d'une négociation. Mais en plus, il faudrait contrôler derrière. Et je sais, pour en avoir discuté même sur le bio, quand les produits bio viennent de l'étranger, on fait des contrôles comme on peut, mais on n'a pas toujours la vue sur tout, quoi. C'est ça, exactement. Et puis, c'est aussi défendre notre identité. L'identité de la gastronomie française. Moi, je me vois mal dire à mes enfants à la cantine, vous mangez un steak haché qui vient d'Argentine ou de je ne sais où, élevé, on ne sait pas comment, il y a un enjeu de traçabilité. Moi, je pense qu'il faut avoir un petit peu aussi d'historique et retourner un peu en arrière. On a vécu des crises sanitaires qui peuvent être des fois dramatiques. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une traçabilité exemplaire en France. Servons-nous avant tout pour avoir notre souveraineté alimentaire, c'est-à-dire nourrir nos concitoyens de manière franco-française et puis essayons d'être un peu patriotes plutôt que de vouloir aller chercher de l'alimentation qui, certes, on aura peut-être le volume, mais qui, je pense, peut être plus néfaste que bénéfique. Et pour finir sur ton parcours et ton exploitation, on n'a pas parlé des volailles de chair. Je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a de plus en plus d'éleveurs bovins qui associent de l'élevage bovin plutôt extensif, du coup, avec de l'élevage de volailles ou de porcs d'ailleurs, plutôt sur des modèles plus intensifs. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, quelle a été la démarche sur ton exploitation pour que vous mettiez en place cet atelier-là ? Eh bien, sur notre exploitation, quand je me suis installé, la production de volaille était déjà présente depuis de nombreuses années. Mais mes associés, à l'époque, avaient fait ce choix de la diversification des productions parce que on le voyait souvent, le fait d'avoir des productions diversifiées permettait de compenser lorsqu'une production allait un peu moins bien économiquement. C'était l'autre qui compensait un peu la perte de revenus. On a aussi la chance aussi en volaille d'avoir un revenu linéaire. Voilà, on a des rentrées de trésorerie linéaires. C'est tous les combien ? Donc nous, c'est des bandes de 49 jours. Donc tous les 49 jours, entre guillemets, on sait qu'on a une rentrée de trésorerie. Et puis, il ne faut pas se le cacher aussi. C'était aussi un moyen de compenser la difficulté d'agrandissement
à un certain moment, mes associés se sont retrouvés à ne pas pouvoir s'agrandir parce qu'on a une dynamique agricole forte en Vendée, et notamment autour de ma commune. Et donc, ça a permis d'installer d'autres associés grâce à cette diversification qui n'était pas systématiquement liée à un agrandissement de terre, mais là, du coup, aller chercher un revenu supplémentaire grâce à un bâtiment hors sol. Tu penses que c'est l'avenir de l'élevage bovin, ça aussi, d'associer deux activités pour réussir à se tirer un salaire ? Je ne sais pas si c'est l'avenir. Moi, je pense qu'il faut que chaque chef d'entreprise prenne ses décisions en fonction aussi de ce qu'il a envie de faire. Parce que j'avoue qu'éleveur de volaille, ce n'est pas la même chose qu'éleveur de bovin. C'est ce que j'allais dire, ça complexifie. Enfin, ça demande beaucoup de compétences aussi au bout d'un moment. Oui, et puis ce n'est pas le même rythme, même si ça se complète à peu près bien, parce que la volaille, les enlèvements, c'est la nuit. Bon, tu vas me dire, des fois, les vélages, c'est la nuit aussi. Mais bon, ça permet... Comme ça, on travaille avec les bovins le jour et les volailles la nuit, c'est super. C'est exactement ça. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis, moi, à mes ramasseurs de volailles qui viennent m'aider, ou la société qui vient m'aider à ramasser les volailles avec les transporteurs. Je leur dis, vous avez fini votre nuit, donc presque votre journée, et moi, je rattaque dans quelques heures sur mes bovins. Donc, il faut le vouloir, je pense, parce que le faire à contre-cœur, après, techniquement, souvent, on n'est pas bon. Il faut aussi faire des choix en fonction économiquement de notre exploitation, de ce qu'on a envie. Je veux dire, certains vont plutôt faire le choix d'intensifier un peu leur élevage bovin. D'autres vont faire le choix, par exemple, de ne pas engraisser leur mâle, d'envoyer tout en broutard. Je pense qu'il n'y a pas de modèle unique. Et c'est ce qui fait, c'est ce qu'on défend, nous aussi, les jeunes agriculteurs, c'est de dire nous sommes des chefs d'entreprise et nous voulons des exploitations où à la tête, ce sont des hommes avec un grand H, des hommes ou des femmes. Parce que demain, c'est ce qui permettra aussi d'être résilient. Lorsqu'on a des chefs d'entreprise capables de prendre des décisions, de prendre du plaisir dans leur métier. Qui dit de prendre du plaisir, d'y accepter certaines contraintes. Enfin, je suis désolé, dans le métier, il y a aussi des contraintes. Il y a pas, même si il y a plein de moments très agréables. Travailler avec du vivant, c'est être son propre chef d'entreprise, c'est très agréable. Mais il y a des contraintes. Mais quand on y prend goût, ces contraintes-là, on les passe plus facilement. Tu me dis si je me trompe, mais de toute façon, aujourd'hui, un jeune agriculteur qui s'installe et qui n'a pas cette qualité de chef d'entreprise, pérenniser son exploitation dans un contexte aussi complexe, que ce soit économique, politique, sanitaire et environnemental, ça peut pas ou difficilement tenir, non ? Ah oui, moi je pense qu'il faut de multiples compétences. C'est pour ça aussi que nous, ce que l'on dit, c'est qu'un jeune qui s'installe doit prendre le temps de se former, d'aller prendre une expérience aussi, pourquoi pas, en amont, d'avoir une très grande ouverture d'esprit. Et puis après, on a aussi la chance, par contre, en agriculture, de ne pas être souvent seul. On a la capacité de pouvoir se faire accompagner, que ce soit par des services techniques type chambre d'agriculture, coopérative, moult services, mais aussi parce que moi c'est ce qui m'a plu aussi dans l'agriculture, c'est qu'on a un écosystème social et d'entraide très fort, du moins en Vendée, avec les CUMA, avec le voisinage, avec l'ensemble des agriculteurs, à travers le syndicalisme aussi, sont fiers de leur métier et se serrent les coudes entre eux pour le faire savoir. Ça va être la dernière partie de l'épisode parce que malheureusement, quand même, tu as quelques responsabilités. Sinon, on fera un épisode 2, c'est sûr. C'est de parler justement de ton engagement parce que tu fais partie des agriculteurs qui ont 38 casquettes, tu vas nous les citer. Mais d'habitude, c'est plutôt des agriculteurs qui ont entre 50 et 60 ans. Toi, quel âge tu as 30 ans J'ai 30 ans, oui. 30 ans et tu es déjà bien engagé à droite, à gauche. Déjà, est-ce que tu peux nous raconter les différentes organisations dans lesquelles tu es impliqué ? Alors ouais, c'est une longue histoire, mais comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, moi j'avais toujours dit que si je devenais agriculteur, c'était pas pour rester 7 jours sur 7, H24 sur mon exploitation. J'avais ce besoin de lien social et en fait j'ai découvert l'engagement du coup professionnel parce que j'étais engagé dans le monde associatif depuis très jeune, mais j'ai découvert les jeunes agriculteurs grâce à la fête de l'agriculture, donc avant tout grâce à la convivialité qui m'a plu. Et une belle porte d'entrée du monde agricole, généralement la convivialité, quand on y a goûté, après on y reste. Exactement, cette convivialité entre jeunes. Et puis aussi parce que j'ai mes amis d'enfance, mais très peu sont dans le monde agricole. Donc j'ai découvert avec les jeunes agriculteurs la capacité de pouvoir parler de notre quotidien, de pouvoir se confier, de se comparer aussi avec les agriculteurs. Donc ça m'a plu. Donc j'ai commencé très tôt. À 13 ans, je faisais mon premier concours de labour, par exemple, avec les jeunes agriculteurs. Donc j'ai commencé à 13 ans. J'ai oublié de dire que tu avais ta carte dès 11 ans. Est-ce que l'info est véridique ? Alors, ma carte, à l'époque, on n'avait pas de carte, mais oui, je m'y intéressais déjà. Et non, mais c'est vraiment à 13 ans là où j'ai commencé
très rapidement à prendre des responsabilités à l'échelon cantonal, plus ou moins. Et puis après, très rapidement, ça m'a plu. Et puis aussi parce que, j'ai pas honte de le dire, j'étais plutôt bon élève à l'école et je m'intéressais un peu à tout. Et je pense que les jeunes agriculteurs l'ont vu à l'époque et m'ont très vite poussé un peu pour que je prenne des responsabilités au département, à l'échelon départemental, en tant que responsable viande bovine au départ. Et puis après, ça m'a amené à être président des jeunes agriculteurs du département de la Vendée pendant 4 ans. Une superbe expérience pour moi. C'est là que vraiment mon engagement a pris beaucoup de sens, à faire du lien aussi avec l'ensemble des OPA, etc. Et puis après, j'ai gravi les échelons. J'ai eu beaucoup de responsabilités à l'échelon régional en tant que vice-président aussi des filières. Et puis après, une fois que j'avais le sentiment d'avoir fait un peu le tour en Vendée, je me suis engagé et parce que le réseau m'a soutenu, parce que ça reste des élections quand même, il ne faut pas oublier, mais le réseau vendéen m'a soutenu et ligérien m'a soutenu pour postuler aux jeunes agriculteurs nationaux, donc maintenant où je suis administrateur national. Et puis en parallèle, parce que faire du syndicalisme, c'est bien et on est grâce au syndicalisme, je pense. Mais il y a eu l'opportunité pour moi, on est venu me chercher. À l'époque, c'était donc le président de la Chambre de l'agriculture, Joël Limousin, qui est venu me chercher pour être sur sa liste en tant que membre du bureau de la Chambre de l'agriculture. Et donc j'ai accepté, et ça m'a permis aussi de concrétiser l'essai. C'est-à-dire que le syndicalisme, c'est de la revendication de positions agricoles, voilà, des sujets divers et variés. Mais à côté d'avoir la Chambre d'agriculture où avec une équipe de techniciens, on peut mettre en place des solutions techniques aux agriculteurs, ça me plaisait bien. Et là encore, de fil en aiguille, en tant que simplement membre du bureau, je suis passé secrétaire général adjoint et puis aujourd'hui vice-président, où je m'occupe en Vendée de tout ce qui touche le renouvellement des générations. Voilà mon sujet de cœur. Aussi à l'échelon régional, avec notre président François Beaupère, qui a accepté de me donner la délégation de mission d'être président du campus des métiers agro des Pays de la Loire, ce qui me permet aussi de faire le lien avec la formation agricole, mais pas que, la formation plus globale de l'agroalimentaire aussi, où là, du coup, je me sens bien parce que du fait que je sois jeune, pour moi, c'est pas si vieux que ça, la formation, et je découvre des gens formidables et avec qui je peux faire passer des messages, les messages d'une agriculture positive, d'une agriculture qui a envie d'être acteur de son futur. Et moi, c'est ce que je veux dans mes engagements, c'est de pouvoir être acteur de mon futur, de ne pas me dire je subis, mais je co-construis l'avenir. Et c'est pour ça aussi que je me suis engagé. Et en plus de tout ça, tu es président de Tech Élevage, donc le salon de La Roche-sur-Yon, là, qui a lieu demain, qui démarre demain. Je ne sais même pas quelle date on est demain, mais tu vas donner les dates officielles. C'est ça. Alors ça a été la cerise sur le gâteau, si je peux dire. C'est que passionné de génétique, comme je l'ai pu dire, passionné d'élevage, lorsque Hervé Pillot est venu me voir et en accord avec du coup la Chambre de l'agriculture régionale de me proposer la présidence du salon de Tech Élevage, j'ai même pas hésité. Ça a été pour moi un oui tout de suite. Parce que ça regroupe tout ce que j'aime, la convivialité, l'élevage, l'innovation, l'avenir. Et donc on est sur ce salon aujourd'hui qui va ouvrir demain, le 19 novembre, sur 3 jours, 19, 20 et 21. Tech Élevage, d'où son nom, basé sur l'innovation. Mais depuis que j'ai pris la présidence, j'ai voulu vraiment aussi lui donner un petit peu ma petite touche personnelle. Et donc, on est en train d'inscrire dans le marbre aussi un enjeu d'attractivité des métiers de l'agriculture, où on accueille beaucoup de collégiens qui viennent voir que faire une formation dans un centre de formation agricole, ça ouvre énormément le champ du possible, 200 métiers différents, et qu'on aura besoin d'eux pour renouveler les générations. Dans ce contexte de salon, je pense qu'on a capacité à séduire n'importe quel collégien à au moins se poser la question de « et pourquoi pas moi ?» C'est sûr. Donc c'est pour ça que j'hallucinais quand tu m'as dit que tu avais 2 enfants. Je me dis, fais tout ça, plus une exploitation, plus 2 enfants. Et j'aimerais revenir sur les jeunes agriculteurs. Tu as parlé de Joël Limousin. Pour les auditeurs, je vais l'interviewer demain. Donc je ne sais pas quel épisode sortira avant ou après, mais ça serait intéressant puisque Joël Limousin, lui, est en fin de carrière. Il est retraité. Maintenant, il a été vice-président de la FNSEA. Donc je parlerai aussi avec lui de syndicalisme et du fonctionnement des chambres d'agriculture. C'est ce que j'ai prévu de faire. Mais toi, en tant que jeune, tu penses toujours que le syndicalisme peut être une réponse pour aider l'agriculture à avancer ? Alors, une réponse, oui. Enfin, avant tout, le syndicalisme n'est pas forcément là pour apporter la réponse. Et le syndicalisme est là pour porter la parole de la jeunesse agricole, notamment pour les jeunes agriculteurs. C'est déjà, avant tout, comprendre à un réseau
que lorsqu'on a des problématiques, lorsqu'on est plus nombreux à les exprimer, on est souvent plus fort. Je peux prendre la comparative des Gilets jaunes, où on a eu un mouvement très important, mais qui était finalement pas structuré, où je ne suis pas sûr qu'ils ont eu beaucoup de réponses à leurs attentes. Nous, jeunes agriculteurs, c'est un syndicat, alors j'ai plus en tête la date, mais vieux comme le monde, si je puis dire. Mais l'idée, c'est de dire aux jeunes, voilà, fédérez-vous, parlez entre vous, échangez, et puis structurez vos demandes pour finalement être crédibles auprès de vos interlocuteurs, qui sont bien sûr les pouvoirs publics français, à tous les échelons, du canton jusqu'au national, et essayer finalement de se sentir à l'écoute de nos interlocuteurs, et puis essayer de construire aussi des projets communs, ce qui permet, comme je disais, de trouver cette notion de grande famille. Moi, les jeunes agriculteurs, pour moi, c'est ma famille, et je le dis souvent, je viens de la famille des jeunes agriculteurs, parce que quand on construit des projets communs, finalement, on se découvre de nouveaux frères et sœurs. Je pense à la fête départementale de l'agriculture en Vendée, qui est la plus grande fête agricole en plein air de France. Tout ça grâce à du bénévolat, grâce à des jeunes. Je rappelle, j'y ai moins de 38 ans, on leur donne une responsabilité d'accueillir 70 000 personnes. C'est pas rien, mais finalement, ensemble, on est beaucoup plus fort. Puis le syndicat des jeunes agriculteurs a plutôt le vent en poupe, que ce soit auprès des agriculteurs eux-mêmes, mais aussi dans l'opinion publique, je trouve, non ? Vous échappez un peu aux reproches que le grand public peut faire un petit peu au syndicalisme agricole. Alors, sans en abuser, j'avoue quand même que c'est souvent un peu facile de se cacher derrière notre casquette jeune agriculteur, parce que souvent on me dit oui, c'est la jeunesse, ils ont le droit à l'erreur. Et je ne peux pas dire qu'on en abuse, mais des fois on en joue. Et c'est vrai qu'on essaye quand même de garder cette bonne opinion de nous, parce qu'on a aussi ce devoir de sérieux, parce que, comme je le disais, si on est agriculteur, avant tout, c'est pour nourrir nos concitoyens. Alors bien sûr pour gagner notre vie, mais aussi pour nos concitoyens. Et le meilleur moyen de soutenir l'agriculture, c'est de consommer local et de consommer ce que nos agriculteurs français produisent. Et donc, pour moi, c'est crucial de garder cette bonne image de notre plus proche voisin jusqu'à finalement notre consommateur parisien. Puis il faut en profiter, parce que la case d'après, c'est souvent la FNSEA, et là, c'est plus la même image. Mais ça, j'en parlerai avec Joël, ça sera même intéressant. si je tiens à dire que finalement, c'est un message, c'est un chemin qui est plus facile d'aller à la FNSEA, parce que, moi, je prends l'exemple en Vendée, où 90% des membres du bureau de la FDSEA de Vendée sont tous passés par les jeunes agriculteurs. Donc il y a cette facilité à créer du lien. Mais en soi, chacun est libre d'aller où il le veut après. Bien sûr. Évidemment. Écoute, je vais passer à mes questions de fin. La première, c'est toi, qu'est-ce qui te rend fier d'être agriculteur et puis de t'impliquer comme ça dans toutes ces missions par ailleurs ? Ce qui me rend fier, c'est de me sentir utile dans mon métier, parce que j'estime que j'ai un métier noble, alors certes qui n'est pas reconnu à sa juste valeur, mais noble, qui est de nourrir mes voisins, nourrir ma famille, nourrir mes voisins, entretenir les territoires aussi, comme je disais, le bocage vendéen. Si je n'étais pas là sur mes 100 hectares de prairies permanentes, je ne sais pas ce qui s'y ferait, ce serait sûrement de la friche. Donc voilà, je me sens utile dans mon métier. Et puis après, dans mes engagements, c'est me sentir aussi utile pour les autres, parce que je pense qu'on a besoin de se serrer les coudes entre nous, et on est de moins en moins. Et donc, être de moins en moins, ça nécessite, je pense, de plus en plus d'engagement pour ceux qui acceptent de prendre un peu de temps pour le collectif. Et donc, et puis me challenger personnellement. Voilà, je suis quelqu'un qui aime bien me challenger. Si on m'avait dit, petit garçon à 10 ans, qu'un jour, par exemple, j'arriverais à rentrer à l'Élysée et à rencontrer Emmanuel Macron, jamais j'y aurais cru. Et grâce à l'engagement, finalement, on arrive à ouvrir de nombreuses portes, et ça, on ne s'y habitue pas, et ça nous bouscule toujours de plus en plus. À ton avis, pourquoi il y a de moins en moins d'agriculteurs qui s'investissent ? Parce que les jeunes comme toi, alors pour le coup, quand il y a des jeunes qui ont envie de s'investir, j'ai l'impression que toutes les organisations essayent de mettre le grappin dessus, parce que justement, ça se fait rare. Pourquoi ? Je pense qu'il y a aussi la réalité, c'est que nous sommes de moins en moins, et que nous avons des exploitations aussi à faire tourner, et que il y a aussi une réalité, c'est que les exploitations ont quand même pris de l'ampleur, ont quand même assez grossi, et donc et aussi parce qu'on le disait tout à l'heure, du fait que économiquement soit compliqué pour nous de maîtriser notre prix de vente, on a cette obligation d'être de plus en plus rigoureux sur notre travail, et on n'a pas le droit à l'erreur techniquement, économiquement. Donc ça nécessite quand même une présence assez permanente en exploitation.
Je pense que quand même, l'engagement, ça se cultive. Et il est important, je pense, que les responsables professionnels aussi soient en capacité d'expliquer ce qu'ils font au quotidien. Moi, j'ai eu la chance, justement, que l'on me laisse ma chance. Et ça, c'est important. C'est un message qu'on essaye de faire passer. Bon, oui, on est un petit peu moins à prendre ce rôle-là, mais je pense qu'il y a aussi une question d'éducation. J'ai espoir que en tout cas, que la génération de mes enfants reprenne ce goût à l'engagement. C'est qu'aussi, on en avait discuté en off avant, mais il y a aussi une question que l'ancienne génération, qui est plutôt aux manettes actuellement, qui a environ 60 ans, un peu plus parfois, laisse la place, et surtout embarque au-delà de laisser la place, en fait, c'est d'embarquer les jeunes dans le bateau pour qu'après, il y ait une continuité qui se fasse de manière naturelle. Bah oui, c'est vrai que c'est plus facile lorsqu'on commence à former la nouvelle génération à l'engagement, de se sentir épaulé aussi par quelqu'un qui l'a connu. C'est plus facile que finalement de prendre une responsabilité au pied levé parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'il y a un trou et qu'il faut le combler. C'est jamais très agréable. Bon, moi, ça m'est jamais arrivé et j'espère pas que ça m'arrivera. Mais bon, pour autant, moi, je pense que l'engagement, il faut aussi le faire sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Comme je disais, moi je suis engagé pour la formation et pour le renouvellement de génération, c'est des choses qui me tiennent à cœur, ou pour l'élevage. Parce que aussi, lorsqu'on est engagé, on est plus fort quand on parle de ce que l'on maîtrise. Et donc moi, quand je suis en réunion, c'est ce que j'essaye de faire passer aussi aux nouvelles générations qui souhaitent prendre des engagements, c'est leur dire, mais vous avez rien à craindre, parce que vous parlez de quelque chose que vous connaissez. Donc personne ne peut venir vous contredire. Et c'est d'autant plus facile d'avoir un engagement justement professionnel dans le syndicalisme ou à la Chambre d'agriculture que d'avoir des engagements politiques, parce que finalement, on peut être critiqué, mais les arguments, on les a. Ouais. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu aurais un truc pour nous pour étaler notre science au prochain apéro entre amis, la prochaine fois qu'on parle de jeunes agriculteurs ou d'installation de jeunes ? Eh ben moi, ce que je peux vous dire, c'est que finalement, la définition de jeune, alors au risque de frustrer peut-être certaines personnes, eh bien, un jeune agriculteur, on a décidé de la faire évoluer. C'est-à-dire que pour nous, on peut être jeune maintenant jusqu'à 38 ans. C'est beau, ça, vous êtes sympa. On est sympa, on a été plutôt dans ce sens-là. On aurait pu dans le sens inverse, mais non. Oui, bah aussi parce qu'on est comme je l'ai dit tout à l'heure, on est de moins en moins nombreux. Donc on a eu ce souhait nationalement, à jeunes agriculteurs, en congrès, de faire valider l'évolution de l'âge jusqu'à 38 ans. Avant, c'était 35. Bon, voilà, c'est... Bon, en tout cas, nous en Vendée, c'est pas forcément l'âge qui fait l'engagement. On le voit. Moi, je suis dans un département où on a des JA justement très très jeunes, qui sont souvent aux alentours de 18-20 ans. Mais c'est la volonté de vouloir faire bouger les choses. Ouais. C'est aussi que ça correspond. Enfin, dis-moi si je me trompe, mais à des installations qui sont de plus en plus tardives. Aussi, oui. Aussi, c'est vrai, on s'installe de plus en plus tard, mais aussi parce que, comme je disais, c'est que c'est une politique que nous, on défend, de dire qu'il faut qu'un chef d'entreprise soit formé à de nombreux domaines, que ce soit bien sûr technique, mais aussi économique. Donc aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs s'installent avec un BTS, donc repousse de 2 ans après le bac l'âge de l'installation. Très bien. Et dernière question, c'est où c'est qu'on peut te contacter si on a une question c'est très facile. Vous pouvez me contacter par le biais des réseaux sociaux. Je suis assez actif. Du moins, j'essaye de suivre. LinkedIn très, très réactif, Jordi. Voilà, LinkedIn. J'aime beaucoup LinkedIn parce que c'est très professionnel, mais aussi par le biais Facebook, Twitter, Instagram. Voilà, j'essaye. Je ne suis pas un expert de tous les réseaux sociaux, mais en tout cas, je les ai tous et je veille un petit peu à ce qui se passe. Super. Eh bien, merci beaucoup pour ton temps, Jordi. J'espère qu'on ne t'aura pas mis trop en galère pour l'organisation de la journée de demain. Pas de souci, merci. Et puis, très bon salon de tech élevage surtout. Allez, merci. À très vite. Journée. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous êtes dans une entreprise qui travaille au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à cet effet. L'objectif ? Mieux connaître les réalités du métier d'agriculteur pour vous permettre de mieux performer dans votre job. Après avoir suivi un module e-learning où des experts reconnus vous expliquent les enjeux auxquels est confronté le monde agricole, vous partez passer une journée en immersion à la ferme avec vos collègues et maximum par groupe de 5 pour un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. L'occasion de passer de la théorie à la pratique et de profiter d'un temps d'échange privilégié avec l'agriculteur qui vous reçoit. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps-podcast.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très très vite.